Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tour de l'actu. On a des bonnes nouvelles, on en a des moins bonnes. On voit que c'est bientôt la sortie d'Alder Lake, hein. Là ça y est, les fuites et les rumeurs, ils vont bon train. On aura peut-être un indice sur le tarif. Bon, on a aussi pas mal de choses à voir côté GPU. On y va, c'est parti. Et donc, comme je le disais juste avant, on commence avec Alder Lake, hein, la future génération de processeurs de chez Intel. Ça arrive le 4 novembre. Du coup, on commence à avoir de plus en plus d'infos au niveau des cartes mères, au niveau du tarif, au niveau des performances. Et il y a certaines personnes qui ont même déjà reçu leur 12900K. Ils n'ont pas encore de carte mère, c'est un petit peu gênant, mais bref, ça arrive, ça va arriver très vite. Du coup, on a par exemple Gigabyte qui nous présente toutes ces cartes mères en Z690. Alors, il y a de quoi. Il y aura probablement foultitude de cartes mères chez tous les fabricants, hein. Par contre, hein, ce qui est un petit peu gênant, c'est que dans un premier temps, pour cette gamme d'Intel, on devrait avoir uniquement les cartes en Z690. Le gros problème, c'est que généralement, elles coûtent assez cher. Mais bon, on attendra de voir ce que ça donne au niveau des tarifs en boutique, hein. Pour l'instant, on sait pas trop ce que ça donnera au niveau des cartes mères. Tout comme le prix de la DDR5 qui devrait coûter aussi assez cher. Et on aura aussi des cartes mères en DDR4. Donc le prix de la plateforme, hein, c'est important, puisqu'autant au niveau du prix des processeurs, on va le voir juste après, ça a l'air correct, autant la plateforme en entier par rapport à l'offre d'AMD, c'est peut-être là que ça posera problème. Puisque bon, au niveau du tarif des processeurs en eux-mêmes, hein, on a vu chez Micro Center, qui est une des plus grosses boîtes aux États-Unis de revente de pièces informatiques, ont déjà listé les 12900K. Alors je ne sais pas si les 12900K qui ont déjà été livrés, ça provenait de chez eux, mais bon, ça va très vite à ce niveau-là, un petit peu comme la dernière fois, hein, on trouvait déjà les 11900K et compagnie dans la nature avant le jour de la sortie. Bon bah ça se répète ici encore une fois. Et du coup, le 12900K, 670$ et le 12700K, 470$. Alors est-ce que ce seront les prix officiels? Ça reste à voir, hein, ça peut changer jusqu'à la dernière minute. On ne saura les prix uniquement que quand Intel va les annoncer. Je rappelle au passage, hein, pas plus loin que la semaine dernière, certaines personnes dans les commentaires disaient les futurs 12904 chez Intel, ça va coûter 900 dollars, euros, c'est n'importe quoi, machin. Alors, il faut arrêter de prendre les listings en avance des petites boutiques boui-boui des pays de l'Est en Europe pour dire ça va coûter autant. Les listings 2 mois à l'avance, ça ne veut rien dire. Enfin, faut arrêter de... Enfin, je ne comprends même pas que certains fassent des news là-dessus. C'est souvent des pré-listings pour dire de créer le truc, on met un prix au pif. Enfin, c'est basé sur rien. Le tarif du matos informatique, que ce soit les processeurs ou les GPU, ça se décide très souvent à la dernière minute. Donc bon, 900 balles pour un 12900K, c'était juste aberrant. De toute façon, je sais même pas comment on pouvait penser que ce serait vraiment le cas. Ici, de toute façon, 670$, si ça se vérifie, c'est correct. C'est moins cher que la concurrence. Le 5950X coûte plus cher. De ce que l'on en sait, le 12900K devrait rivaliser avec le 5950X dans pas mal de situations, sûrement pas toutes, tout en sachant qu'il est plus cher également que le 11900K à sa sortie. Pareil pour le 12700K, un peu plus cher que le 11700K à la sortie, par contre, en toute logique, au niveau des performances, et du prix, ici, il se situe entre le 5800X et le 5900X d'AMD. À mon avis, c'est ce qu'on devrait retrouver au niveau des performances avec ce 12700K aussi. Pour ce qui est des performances en applicatif, je dirais, puisqu'en gaming, entre le 12700K et le 12900K, ça devrait pas changer grand-chose. Puisque, pour rappel, au niveau des specs, le 12900K, c'est un 8 gros corps plus 8 petits corps, un total de 24 threads, jusqu'à 5,2 GHz en boost pour le 12900K. Le 12700K, lui, c'est 8 gros corps plus 4 petits corps. On se doute bien qu'en gaming, les petits corps n'auront pas grande importance, et je ne serais pas surpris que pour retirer les meilleures performances de ces processeurs, il serait même sûrement conseillé de les désactiver. On verra bien. Mais bon, ça nous fait un total de 20 threads, des fréquences légèrement plus basses que le 12900K, mais bon, en gaming, les performances devraient être très proches. Et on a aussi pour le 4 novembre, le jour de la sortie, le 12600K, on n'a pas vu le prix, 6 gros corps, 4 petits corps, 16 threads au total. Ici, encore une fois,
les performances devraient être très proches de la gamme supérieure, hein. Par contre, au niveau applicatif, en toute logique, il devrait être légèrement plus puissant que le 5600X de chez AMD, voire même se rapprocher du 5800X. Dans certains cas, on verra bien. Par contre, on ne sait pas encore exactement quand sortiront les modèles non-K et les modèles plus bas dans la gamme, hein, tout ce qui est 12500, 12400 et compagnie, on n'a pas encore de date, à part à partir de janvier. C'est probablement les processeurs qui seront les plus intéressants, que ce soit au niveau du tarif, enfin du performance-prix, hein. Les K, généralement, c'est les modèles premium, puisqu'ils sont débloqués, même si l'overclocking ne devrait pas être hyper intéressant sur ces processeurs d'Intel. Enfin, déjà parce que ça va consommer à bloc, hein. On a déjà entendu dire des mecs qui tapaient du 330 watts en overclockant le 12900K, et apparemment on peut encore aller plus haut. Bon, un processeur qui consomme 400 watts va entre 330 et 400 watts. Ça n'a pas grand intérêt, il faut un système de refroidissement quand même assez conséquent pour pouvoir pallier à cette chauffe. Et en plus, ça ne permet que d'augmenter très légèrement les fréquences. Bah, pas grand intérêt. Mais bon, j'attends la sortie de ces futurs processeurs avec impatience. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, principalement avec ces histoires de gros corps et de petits corps. Est-ce qu'il faudra les désactiver par moment? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Dans quelles conditions? Bref, il y a pas mal d'interrogations sur cette architecture assez unique dans le monde du PC classique, hein, puisque les gros corps, petits corps, ça existe depuis un moment maintenant sur les téléphones. Alors, on parlait tarifs juste avant, on a peut-être une idée approximative du tarif des futurs GPU d'Intel, puisqu'Intel, bon, ils sont en train de préparer tout ce qui est marketing pour cette future gamme de GPU. Ce que l'on entend ici, ben, c'est qu'Intel, apparemment, ils vont faire des lots avec des cartes graphiques à l'intérieur. Et du coup, Tom's Hardware a disséqué un petit peu tout ça, et il se dit, du coup, hein, que les GPU intégrés auraient une valeur entre 700 et 900 $, selon la gamme du GPU en question. Ce qui est plutôt cher, hein, on va pas se le cacher. Si ça coûte vraiment ce prix-là, ben, faut que les performances suivent, hein, tout simplement. On avait entendu dire, hein, au niveau des dernières fuites, que le plus puissant des GPU de chez Intel aurait des performances avoisinant celles des 3070 Ti. Quand sera-t-il réellement? Ben, faudra attendre le moment de la sortie. Mais si on tourne aux alentours des 700 $, 900 $, ben, il faudra vraiment que ce soit le cas, parce que sinon ça serait pas du tout intéressant. Mais bon, on va attendre d'en savoir plus. Ici, ce sont des estimations assez hasardeuses, une approximation. On va espérer que ce soit un peu plus agressif que ça, et j'espère qu'Intel le sera, parce que bon, sinon, ce futur lancement de GPU de la part d'Intel, si les prix sont aussi dégueulasses que la concurrence, n'aura pas grand intérêt. En parlant de prix immondes, hein, il y a un petit tweet de chez 3D Center qui m'a fait sourire, tristement sourire d'ailleurs, puisqu'apparemment, hein, enfin, au niveau des prix, en février 2011, la carte graphique la plus puissante, qui était la GTX 580 à l'époque, coûtait entre 430 et 450 $, et c'était la carte graphique la plus puissante. Et à l'heure actuelle, hein, la carte graphique la moins puissante de la gamme complète, Nvidia et AMD inclus, la 6600 de chez AMD, coûte 539 $ en boutique. On espère quand même que ça va se calmer assez rapidement, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et on continue côté GPU avec Matrox. Matrox, oui, Matrox, beaucoup d'entre vous n'ont certainement pas connu, mais Matrox était un fabricant de cartes vidéo, cartes graphiques, à une certaine époque. Souvenez-vous, hein, les vieux de la vieille, les Matrox mystiques, je crois que les dernières grosses cartes qui étaient orientées gaming, c'était des Parelia, je crois, un truc comme ça. Bref, Matrox fête ses 45 ans, et ils existent encore, ils ne sont pas morts, c'est juste qu'ils ne fabriquent plus de GPU, un petit peu dommage d'ailleurs, mais Matrox, hein, continue d'exister, et ils font du matériel vidéo, hein, principalement dédié encodage, décodage, enfin bref. Ils ont pris un chemin bien différent d'AMD, ATI à l'époque, et Nvidia, mais bon, c'est sympa de voir qu'ils existent encore, parce qu'on les avait un petit peu oubliés. À côté de ça, hein, on a Apple qui nous a présenté ses M1 Max et M1 nouvelle génération, qui s'annoncent être des processeurs plutôt pas mal, hein, dans l'ensemble au niveau des performances brutes. Alors après,
Les performances affichées, évidemment, c'est des benchmarks. Et les benchmarks, on sait que ça veut pas forcément dire grand-chose. Bon, de toute façon, l'écosystème Apple reste bien différent de l'écosystème PC, donc toute chose que l'on pourrait rapprocher ou essayer de rapprocher l'une en face de l'autre, ça ne se traduit pas si simplement que ça. Et au niveau du gaming, de toute façon, ça reste assez confidentiel du côté Apple pour l'instant. C'est peut-être dommage, peut-être que ces Apple M1 auraient des performances tout à fait correctes en jeu. Malheureusement, on ne le saura probablement jamais. Par contre, hein, au niveau de la hype, c'est n'importe quoi. Hein. Les pros Apple sont en extase devant les futurs processeurs d'Intel. Très bien, hein, je suis tout à fait pour que Apple soit sur le marché des processeurs, qu'ils fabriquent leurs propres puces. Ça rajoute un petit peu de piment dans le contexte actuel où on a une guerre assez molle entre AMD et Intel. Ça rajoute quelque chose d'autre qui pourrait faire potentiellement très mal à long terme si Apple continue d'innover. Mais bon, il y en a qui s'amusent à comparer les chiffres entre un MacBook Pro avec un M1 Max contre une PS5. Je rappelle au passage qu'un MacBook Pro ça coûte 3500 balles, hein, une PS5 ça coûte 500 et c'est sorti l'an dernier. Bon, quand on a dit ça, enfin, le reste c'est de la branlette. En parlant de branlette, la semaine dernière on a eu le Bitcoin hein, qui a tapé son ATH, donc qui a surpassé sa dernière valeur la plus haute. Et du coup, ben, les cryptos sont en émoi. Alors ça a un petit peu rebaissé depuis. Ça risque de regrimper. Hein. La trajectoire à long terme reste haussière. Mais on n'est jamais à l'abri de surprise. Bon alors, on va pas se le cacher, c'est une mauvaise nouvelle côté approvisionnement GPU. Puisqu'évidemment l'Ethereum était aussi à la fête, ben, ça se voit tout de suite au niveau du prix des GPU. Hein. On a vu que les alertes, c'était compliqué. Et en continuant dans les mauvaises nouvelles côté crypto, on a le IP 4345 qui était une difficulty bomb qui devait arriver pour le mois de décembre, a été repoussé jusqu'au mois de juin 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les ZIP, ce sont des sortes de patchs au niveau du protocole de l'Ethereum, enfin du network. Et en gros, cette EIP 4345 devrait inclure une difficulty bomb qui est en gros quelque chose qui augmente artificiellement la difficulté pour miner de l'Ethereum et qui aurait rendu la chose beaucoup moins intéressante juste avant de passer au système Proof of Stake pour l'Ethereum. Du coup, ça a été repoussé jusqu'au mois de juin pour cette difficulty bomb, tout en sachant qu'il serait tout à fait possible que ce soit encore repoussé par la suite. Bon, du coup, le passage au Proof of Stake, le nouveau protocole d'Ethereum, c'est pas pour tout de suite, ce qui veut dire aussi qu'on en a à minima jusqu'au juin 2022 au niveau du minage de crypto-monnaies, et principalement d'Ethereum, qui est la crypto la plus minée actuellement. Donc bon, on n'a pas fini d'en chier. En parlant de chier, je fais des transitions incroyables, on a AMD avec son Navi 24, Navi 24 qui sera la plus petite puce côté RDNA 2, qui devrait équiper les 6500 et 6400. Ça devrait arriver en début d'année prochaine. Ça devrait consommer environ 120 watts. Il y a MooreSDL qui a fait une vidéo là-dessus. Le papier de chez WCCF Tech qui a repris de ça. Et ce qu'il se disait dans la vidéo, hein, c'était qu'en gros, la 6500 était prévue, et donc ce Navi 24, à la base, pour consommer environ 75 watts. C'était au niveau des specs une moitié de Navi 23, donc des 6600 XT actuels. Qu'au niveau des performances, on ne s'attendait pas à quelque chose d'incroyable, mais apparemment, AMD aurait décidé de pousser cette petite puce le plus haut possible au niveau des fréquences, ce qui fait qu'elle taperait du coup les 100-120 watts pour pouvoir concurrencer du coup les futurs 3050 Ti et Intel Arc sur le bas de gamme. Pourquoi pas? Ce qui compte, comme bien souvent, c'est le tarif. Est-ce que le tarif sera intéressant? Ça, on sait pas. Et on enchaîne avec Nvidia qui nous a présenté la semaine dernière une nouvelle offre sur son GeForce Now, l'offre de streaming d'Nvidia, qui en gros donne accès à une RTX 3080, et la grosse différence par rapport à l'offre actuelle, c'est aussi qu'on aurait accès à du streaming en 1440p avec du 120 images par seconde, là où actuellement on est limité à du 1080p 60. On aurait aussi des sessions rallongées de 6 à 8 heures. Hein. Au bout de 8 heures, on nous coupe la session, on doit la relancer. Mais bon, dans l'ensemble, ça offrirait des performances et une qualité d'image supérieure à l'offre actuelle.
Bon, c'est pas disponible de suite, mais ça devrait arriver très prochainement. Les places sont apparemment limitées et ça coûte 100 balles pour 6 mois. Ce qui est pas forcément déconnant dans le contexte actuel, hein, évidemment. Ça reste cher, ça reste chiant puisqu'on est quasiment obligé d'avoir la fibre pour pouvoir profiter de ça. Donc si on a une mauvaise connexion, faut faire une croix dessus. Mais c'est une alternative. Le GeForce Now actuel, je trouvais déjà ça relativement intéressant, hein. J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps, et à son tarif classique, c'était correct, et c'était probablement une des solutions les plus intéressantes pour patienter pendant la pénurie. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Je vous avouerai hein, que si j'avais pas du tout de GPU ou vraiment un truc limite, j'y réfléchirais probablement assez fortement à cette nouvelle offre, puisque du coup, si on a un écran 1440p assez rapide, ça peut être une alternative intéressante. Alors après, je suis curieux de voir la qualité du truc. Je vous avouerai que je vais pas aller le payer pour le savoir. Je vais attendre de voir des tests, mais pourquoi pas. Alors après, les plus cyniques d'entre nous iront dire, ben c'est là que sont passés les RTX 3080 Founders Edition, hein, puisqu'elles ont apparemment disparu de la circulation. Oui, Nvidia a très probablement dû garder certaines de ses puces, mais c'est pas forcément celles qui se seraient retrouvées chez nous de toute façon, hein. Ils ont très probablement utilisé soit des puces qui validaient pas, ou une fournée autre, hein. Enfin bref, c'est très probablement pas du tout celle qu'on aurait retrouvée dans les 3080 de toute façon. Et de ce que j'ai vu passer sur Twitter, c'est même pas vraiment des vrais 3080, hein, puisqu'au niveau de la RAM, c'était des modèles à 12 ou 24 Go, je sais plus, mais c'était pas des modèles à 10 Go. Enfin bref. Nvidia met à disposition des sessions avec du matériel qui envoie des performances proches de ce que devrait donner une RTX 3080. Après, comment ça marche derrière exactement, je dirais ça, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Côté gaming, on enchaîne avec God of War, qui a été annoncé sur PC et qui doit sortir le 14 janvier 2022. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, le God of War de 2018. Et ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est que à la sortie du jeu sur PC, on aura le droit au DLSS, au Nvidia Reflex. Alors le Nvidia Reflex, on s'en fout un petit peu sur ce type de jeu, je trouve, mais pourquoi pas. Et on aura aussi le droit à un support officiel du 21/9e, ce qui me fait particulièrement plaisir, hein. Ceux qui connaissent la chaîne savent que le 21/9e, on aime ça ici. Donc dans l'ensemble, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, que Sony sorte toutes ses anciennes exclusivités sur PC au fur et à mesure. Je crois qu'il ne manque plus que les Last of Us maintenant, puisqu'on sait aussi que Uncharted doit sortir sur PC. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire ces jeux-là sur PS4. Par contre, hein, on voit que la stratégie de Sony par rapport à Microsoft est différente. Autant Microsoft cherche à faire en sorte que les jeux sortent en même temps sur PC et console. Là où Sony, j'ai l'impression qu'ils se servent un petit peu du PC déjà pour empocher un petit peu de pognon avec des jeux assez anciens, mais ça leur permet aussi de se faire un coup de pub sur des franchises avant que la suite ne sorte sur la nouvelle console. Par exemple ici God of War de 2018, on sait qu'il y a God of War Ragnarok qui doit sortir l'an prochain normalement. Du coup, ben, ça permet de donner envie à certains du coup de s'acheter une PS5 une fois qu'ils auront terminé celui-ci. Donc bon, on va pas bouder notre plaisir, c'était un très bon jeu, c'est encore un très bon jeu, et du coup sur PC il devrait être encore plus joli, hein, puisqu'il y a des mises à jour graphiques aussi au niveau des textures, au niveau de l'occlusion ambiante et compagnie. Donc il devrait avoir une bien meilleure gueule qu'il ne l'avait sur PS4, et aussi au niveau du framerate, ça devrait être un petit peu mieux si on a un PC qui tient la route. Et côté jeu, à côté de ça, on a aussi GTA, la trilogie Definitive Edition, qui inclut GTA 3, GTA Vice City et San Andreas dans une même collection, du coup qui est remastered, du coup avec des graphismes mis à jour comme on le voit ici. Alors je trouve que ça garde la patte des anciens jeux au niveau des modèles des personnages, ce qui est plutôt une bonne chose. Le moteur, ben, c'est celui de GTA V il me semble, ça se voit, même si ça garde, je trouve, la patte des jeux originaux, donc c'est du remaster plutôt propre, de ce que je vois ici, ça a l'air plutôt correct, et ça fait plutôt plaisir de voir cette nouvelle version de ces jeux. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les faire non plus à l'époque, hein, ça avait un petit peu vieilli graphiquement, du coup ben, ça fait plaisir de les revoir venir ici. Et en dehors de ça, ce qui est intéressant de voir, ben, c'est qu'il y aura la sortie le 11 novembre, et qu'il y aura le remaster de San Andreas disponible sur le Game Pass le jour de la sortie.
Donc si c'était l'épisode qui vous intéressait le plus, ben, du coup il sera dispo sur le Game Pass Xbox. Est-ce que ce sera sur PC aussi? Je sais pas. En face de ça, on aura GTA 3, le remaster, qui sera lui disponible sur le PlayStation Now. Bon, le PlayStation Now, c'est beaucoup moins populaire, évidemment. Enfin bref, c'est à petit peu près tout ce qu'il y a à dire cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer sur Discord, n'hésitez pas à passer sur Twitch quand je vais restreamer, ça fait plaisir aussi. Et puis, vous pouvez vous barrer maintenant, vous pouvez reprendre vos activités. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!